Alors voilà un titre, Les oubliés, EES, de l'histoire. Et lorsque j'ai parlé de Suzanne et Marie, bon, les enjeux ont été nombreux. On m'a dit, on va parler de Marie Curie et de Suzanne Langlaine. Non, mais les photographies n'avaient pas encore été affichées. Eh bien non, il ne s'agit ni de Marie Curie, ni de Suzanne Langlaine, non. Non, tu reviens sur le portrait. Donc Marie. Marie, qui est-elle? Eh bien, elle s'appelle Marie Marvin. Elle naît en 1875 à Aurillac, dans une famille originaire de Lorraine. Et elle est née à Aurillac parce que son père, qui est receveur des postes, a été nommé à Aurillac. Elle va perdre sa mère très jeune, elle a 14 ans lorsque sa mère meurt de maladie. Et malheureusement, dans la famille, les autres garçons et filles vont mourir également. Et pour le père, qui est un féru d'activités sportives, c'est une catastrophe. Alors, il se dit, eh bien, Marie, je vais lui enseigner toutes les disciplines sportives possibles. Donc, elle commence par la natation. Bon. À l'âge de 6 ans, elle va nager tous les jours 4 km. Et ce n'est que le début. Ça lui va. En fait, ce que son père ne savait pas, il va mourir en 1916, donc en pleine Première Guerre mondiale, c'est que sa fille serait surnommée plus tard la fiancée du danger. Alors, Suzanne. Bien, Suzanne, elle s'appelle Suzanne Gros, et elle naît en 1878 dans une famille de la petite bourgeoisie à Laon. Et elle aussi a le malheur de perdre son père. Elle a 6 ans, il meurt de la tuberculose. Et là encore, les frères et sœurs vont mourir. Ce qu'elle ignore, Suzanne, c'est qu'elle va devenir une pionnière en matière de chirurgie réparatrice et surtout une féministe déterminée qui va créer en France et en Europe un club mondialement connu. On en parlera ensuite. Alors, 2 femmes. Ce sont 2 femmes qui n'ont pas hésité, à une époque où ça n'était pas facile, à braver les préjugés. Marie, on la surnommera la casse-cou, fiancée du danger, casse-cou. Suzanne, ce sera la pugnace. On va voir pourquoi et comment. En tout cas, elles vont devenir 2 inventrices engagées, et cela pendant la Première Guerre mondiale, la guerre de 1914. Et on verra que dans cette guerre, elles ont la même implication. Un même but aussi va guider toute leur vie. Elles meurent relativement âgées pour l'époque. Eh bien, elles veulent faire avancer le monde, chacune dans son domaine. Marie va se lancer des défis et Suzanne va engager beaucoup de combats. Donc voilà, vous allez tout savoir sur Marie et Suzanne. Alors Marie, eh bien, voilà, vous la voyez, en cycliste. Eh bien, je vous disais, elle a commencé par la natation. Ça a été le premier sport. Et puis, petit à petit, ça a été l'escalade. Parce que son père était féru d'escalade. Mais elle n'en est pas restée là. Escrime, son maître d'armes disait d'elle, elle ferraille comme d'Artagnan. Toute gamine, hein, elle ferraille comme d'Artagnan. Bon, elle pratique la boxe, elle pratique le karaté, à l'époque, c'est pas rien. Elle trouve un petit peu de temps, elle trouve encore un petit peu de temps pour faire du tir aussi, hein, parce qu'il faut bien occuper le temps. Elle joue parfaitement au billard aussi. Et en 1880, alors que sa famille rentre en Lorraine, parce que sa mère a déjà des problèmes de santé, eh bien, Marie est subjuguée, parce qu'à l'école, voilà, il y a une sortie, et on emmène les élèves au cirque, absolument subjugués. Et ses parents compréhensifs acceptent qu'elle prenne des cours de cirque. Donc elle devient funambule, trapéziste, jongleuse, écuyère, au cirque Rancy, comme ça, pour s'amuser.
Donc, elle ne va pas en rester là, elle se découvre une véritable passion pour la bicyclette. Alors ça, c'était extraordinaire, en 1889, donc bicyclette. Et cette bicyclette, elle l'appelle Zéphirine. C'est le nom d'une des tables. En fait, durant toute sa vie, elle va mourir relativement âgée, eh bien, elle aura 6 bicyclettes qui s'appelleront Zéphirine 1, 2, 3, 6, jusqu'au numéro 6. Donc Zéphirine était le nom de sa bicyclette. Bon. Alors Marie scandalise évidemment les passants, parce que figurez-vous qu'elle a trouvé une jupe, qu'elle a coupée au genou, elle a cousu au milieu et elle a créé une jupe culotte. Pour l'époque, scandale, un shocking, vraiment. Bon. À partir de 1904, elle décide de participer à des courses cyclistes. Alors, elle va faire une course Nancy-Toulouse, Nancy-Bordeaux, et puis surtout une course Nancy-Milan, ce qui lui permet au passage d'aller voir le Vésuve. Elle rêvait d'aller voir le Vésuve, donc elle est très, très heureuse. Et puis, 1899, mais elle n'en reste pas là. Non, non, téméraire. Elle décide de passer son certificat de capacité à la conduite automobile, c'est-à-dire le permis de conduire. Elle est l'une des premières femmes à avoir le certificat de capacité. Mais voilà qu'elle se dit, j'aimerais faire mieux, j'aimerais participer au Tour de France. Oh, refus, catégorique, pas une femme sur le Tour de France. Eh bien, elle va participer quand même. C'est-à-dire qu'elle va partir après les coureurs, puis elle va suivre à son rythme. Et elle terminera le tour. Elle termine parmi les 34 survivants de la course sur 114 inscrits. Voilà, donc elle a participé. Donc elle ne se décourage pas, et tout cela avec sa bicyclette Zéphirine. Entre-temps, elle est devenue aussi la première Française à accomplir, là je vous donne le temps, en 4 heures, 11 minutes, 23 secondes, les 12 km de la traversée de Paris à la nage. Année 1900-1904, elle décide d'aller à la montagne. Et là, elle se prend de passion pour la région de Chamonix. Elle aime beaucoup. Et avec 2 frères, qui sont les frères Paillot, elle va gravir plusieurs sommets. Elle va gravir la dent du géant, la dent du requin, le Mont Rose, et également l'aiguille des Grands Charmoz. Elle profite de son temps, parce que un petit peu de temps, il me reste du temps, pour apprendre à conduire une locomotive. Et également, il se dit, voilà, lorsque j'ai dû retourner en Lorraine, il a été nécessaire pour moi d'apprendre l'allemand. Eh bien, pourquoi seulement l'allemand? Je vais apprendre d'autres langues. Donc, elle apprend le russe, elle apprend l'anglais, elle apprend l'italien, elle apprend le néerlandais, et puis, je dis peut-être une langue qui a de l'avenir, l'espéranto. Voilà. Donc, voyez le. Donc, entre 1908 et 1910, elle remporte plus de 20 médailles d'or à Chamonix dans différentes disciplines. Alors, c'est le ski, le patinage artistique, le patinage de vitesse, le saut à ski, le bobsleigh. Comme il lui reste sans doute des loisirs, elle est aussi à temps perdu spéléologue, et puis elle a passé une licence de lettres, et elle écrit des poèmes aussi, donc voilà. Et comme elle ne dort pas beaucoup, elle dort en moyenne 4 à 5 heures par nuit, pour elle, elle dit, dormir, c'est mourir, c'est perdre son temps. Donc elle fait du dessin et de la sculpture. Bon, elle devient célèbre, elle est célèbre. Et les journaux la qualifient de première sportwoman du monde. Et elle reçoit en 1910, là c'est quelque chose, c'est une décoration absolument extraordinaire, elle reçoit en 1910 la médaille d'or de l'Académie du sport dans la catégorie toute discipline. Elle ne reste pas là. Elle n'en reste pas là. Voilà Marie en ballon. Entre-temps,
elle a obtenu son brevet de pilote de ballon libre. Attention, ce n'est pas une montgolfière, hein, ça, ce sont des ballons qui sont alimentés par du gaz, donc on dirait aérostat. Et là aussi, elle est la première femme à piloter un ballon. Alors son ballon, elle l'appelle l'étoile filante. Et elle traverse la Manche et la mer du Nord. Alors elle parcourt 720 km en 14 heures à 2500 mètres d'altitude. Vous voyez, ça n'était pas quelque chose de facile. Et puis, en 1910, elle veut aller plus loin, voilà, elle devient pilote. Cette fois, elle a un aéroplane qui s'appelle Antoinette. Donc vous comprenez pourquoi le nom de la table. Donc, elle a fait son apprentissage, pas avec n'importe qui, puisque c'est avec Hubert Latame. Elle a appris à piloter. Alors là aussi, les chiffres, c'est assez impressionnant. Elle réalise 717 vols de mai à décembre 1912. Et en 1914, elle aura réussi 900 vols sans accident, ce qui est assez époustouflant. Alors, pendant ce temps, eh bien, qu'advient-il de Marie, de Suzanne, pardon, de Suzanne? Eh bien, Suzanne, eh bien, elle se marie à l'âge de 19 ans avec un médecin dermatologue qui s'appelle Henri Berthat. Il a 8 ans de plus qu'elle. En 1897, il s'installe à Paris, le couple s'installe à Paris, et puis c'est un petit peu ce à quoi elle pensait. Bon, c'est une vie faite de réception, on couvre les expositions, on reçoit, elle brode, elle dessine, mais elle s'ennuie. Donc, elle a une idée. Elle demande à son mari l'autorisation de passer son baccalauréat. Et très compréhensif, le mari donne son accord. Donc, elle va passer le baccalauréat en candidat libre, en candidate libre. Et elle se présente à l'épreuve en 1903. Elle est reçue, mais elle ne souhaite pas en rester là. Un diplôme, ça ne sert à rien. Elle dit à son mari, « J'aimerais faire de la médecine. » Et là encore, le mari accepte et va même l'encourager à s'inscrire à la faculté de médecine. Toujours donc avec le soutien de son mari, elle entre à la faculté, elle a 25 ans. Et là, elle rencontre sur les bancs de la faculté un étudiant, et là, ils tombent amoureux l'un de l'autre. André Noël. André Noël, on verra la suite. En 1908, elle est nommée externe des hôpitaux de Paris. Mais enceinte, elle doit travailler dur pour réussir, elle doit travailler très très dur, et elle travaille dans différents secteurs. Elle va commencer par la pédiatrie, et puis ensuite la gérontologie, les urgences. À la fin de l'année, elle donne naissance à une petite fille qui s'appelle Jacqueline, dont le papa est probablement André Noël. En 1909, eh bien, Suzanne entre dans le service du professeur Louis Brock. Il est professeur à l'hôpital Saint-Louis. Et très vite, Louis Brock remarque les qualités exceptionnelles et capacités de Marie. Alors, elle travaille le matin à l'hôpital et l'après-midi, elle seconde son mari dans son cabinet de dermatologie. Le professeur Brock voit les qualités de Suzanne et se dit, cette fille, elle doit aller plus loin. Et il la présente à un autre professeur, Hippolyte Maurestin. Hippolyte Maurestin qui est, à l'époque, quelqu'un d'extrêmement reconnu, célèbre, en chirurgie réparatrice. Et donc, le professeur Maurestin accueille Suzanne et il va même lui faire pratiquer quelques premières opérations. Elle travaille dur et maintenant il faut préparer l'internat. En 1911, Henri et Suzanne décident de se séparer. Ils n'ont plus grand-chose à se dire. Donc, elle s'installe avec sa fille, Jacqueline, à Montmartre. Cet enfant est extrêmement doué pour le violon. Elle fera sans doute une grande carrière comme violoniste.
Alors Suzanne, qui n'a plus tout à fait le même train de vie, pratique de petites interventions, des becs de lièvre, elle opère les becs de lièvre, les oreilles décollées. Elle travaille, je dirais, petitement à côté de son travail à l'hôpital. 1912, la voilà reçue à l'internat. Elle est reçue 4e à l'écrit, sur 67 candidats, et 1re à l'oral. Et cette année, 1912, eh bien, il va se passer un événement de la plus grande importance pour Suzanne. Alors la voilà, vous voyez, c'est la seule femme, c'est la seule fille à l'université, enfin avec les étudiants. Alors la voilà, premières opérations. Et je vous disais, 1912, un jour, elle reçoit un télégramme. Ce télégramme, il provient d'une grande comédienne qui rentre des États-Unis, qui a subi ce qu'on commence à appeler lifting, et qui est très déçue du résultat. Elle a 60 ans à peu près. Alors le lifting est très bien réussi pour le haut du visage, parfait, mais le bas du visage, les bas joues ou autre, rien n'a été fait. Et là c'est une catastrophe parce que les journalistes se moquent de ce visage. On voit que quelque chose ne va pas. Et cette comédienne, eh bien c'est Sarah Bernhardt. Elle a entendu parler des qualités de Suzanne et elle lui demande « Est-ce que vous pouvez quelque chose pour moi ?» Et Suzanne va l'opérer et réussir. Et elle réussit tellement bien que lorsque Sarah Bernhardt sort, les journalistes sont là oh, « Mademoiselle Bernhardt, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous êtes merveilleuse. » Alors Sarah Bernhardt dit « Non, mais tout simplement, il y avait le décalage horaire, j'étais très fripée quand je suis rentrée, mais... vous voyez, maintenant, je me lève tous les jours à 13h, j'ai une vie très saine, donc ma peau s'est retendue. » On fait semblant d'y croire. Voilà. Mais c'est une rencontre qui va beaucoup aider Suzanne, parce que, évidemment, toutes les amies de Sarah Bernhardt vont dire « Ah, qu'est-ce que tu as fait ?» Voilà. Donc, elle va pouvoir entrer dans un monde qui a de l'argent, on verra que c'est important pour elle. Hein, il faut de l'argent, on verra pourquoi après. Donc je vous disais, deuxième point, ce sont deux inventrices engagées. Et c'est donc par le biais de la guerre de 1914-18 qu'elles vont se révéler. Alors, Marie avait conçu en 1912 un projet, elle avait fait des dessins, elle avait fait un prototype d'avion ambulance, en disant voilà, si on avait des avions sur les ailes desquelles on pourrait peindre une croix rouge pour être repéré, reconnu, et si tous les avions avaient la même largeur de porte, et les civières, si les civières ont toutes la même largeur, ce serait tellement facile d'évacuer les blessés. Donc cette idée plaît bien, donc elle va faire des conférences, l'armée est assez favorable, et elle pense que le projet va aboutir. Mais malheureusement, 1914, c'est la guerre. Donc le projet va tomber à l'eau, mais attention, 2 ans plus tard, l'armée va réaliser ce type d'avion, mais le nom de Marie Marvin ne sera pas mentionné, bien sûr. Donc le projet n'aboutit pas pour elle tout de suite, on verra qu'elle se battra plus tard. Là, elle souhaite aussi s'engager, comme pilote. Bon, refus catégorique, pas de femmes dans l'armée, alors qu'en Russie, il y a des pilotes féminines. Et on va quand même faire appel à elle pour 2 bombardements. Un pilote a été blessé et elle va réaliser des bombardements à ses risques et périls, ce qui lui vaudra d'obtenir la Croix de guerre, ce qui est assez aussi exceptionnel. Et ses études de médecine eh bien, lui permettent de devenir infirmière majeure. Et elle va épauler un chirurgien de Nancy pendant 2 ans. Mais ça ne lui convient pas. Pour elle, elle est à l'arrière et il faut trouver une solution. Elle veut aller au front. Ah. Comment faire? Eh bien, avec l'aide d'un cousin, elle se fabrique une fausse identité. Elle devient le soldat Beaulieu. Et la supercherie va durer 47 jours.
47 jours, que s'est-il passé? Eh bien, un jour, on lui dit, tiens, soldat Beaulieu, tu vas aller porter une dépêche au colonel du régiment d'à côté. Elle va porter cette dépêche, et là, elle reconnaît un autre de ses cousins qui est colonel. Lui ne la reconnaît pas, et il lui dit, tiens, mon brave soldat, voilà une pièce pour aller boire un coup. Et Marie lui dit, dans la famille, ça ne se fait pas. Et là, évidemment, il la reconnaît, donc la supercherie est dévoilée. Elle aurait pu avoir beaucoup d'ennuis. Eh bien non, Foch est au courant de l'histoire, et Foch se dit non. Au contraire, cette femme a beaucoup à faire, et ils deviennent amis. Foch et Marie deviennent de bons amis, et il décide de l'envoyer comme correspondante de guerre et infirmière chef dans les Dolomites, sur le front italien. Donc elle part. Et là encore, elle a une idée qui va être soutenue par Clémenceau. Elle se dit, voilà, quand on est en montagne, s'il y a des blessés, le problème c'est l'évacuation, on perd beaucoup de temps. Donc les blessés, il faut pouvoir les évacuer à ski. Et même le ravitaillement, il faut pouvoir faire ça à ski. Et là, Clémenceau est tout à fait favorable. Donc voilà, elle invente encore quelque chose qui fait avancer l'histoire. La voilà avec le maréchal Foch. Alors donc, pendant ce temps, Suzanne, bien nous sommes en pleine guerre. Et on a besoin de médecins. Même si c'est une femme, même si elle n'a pas terminé son cursus, eh bien, on a besoin. Et le professeur Morestin la réclame pour faire des opérations. Et entre autres, il lui demande de le seconder. Et l'urgence, c'est de soigner ceux que l'on appelle les baveux, les trognes blessés ou encore les gueules cassées. Voilà. Et Marie a une idée. Elle engage un photographe qui s'appelle Schaller et elle lui dit, voilà, il faut prendre des clichés, comment était le blessé avant et ce qu'on a pu réaliser. Et elle se dit, on pourra échanger avec d'autres confrères et voir ce qu'on aurait pu faire, ce qu'on aurait dû faire. Vous voyez, ce qui était une excellente initiative. Pendant ce temps, eh bien, Henri Pertat, qui est rentré de la guerre gazomoutarde, décède. Donc, Marie va pouvoir épouser Suzanne va pouvoir épouser André Noël. Donc, elle s'appellera dorénavant Suzanne Noël. Alors, lui est rentré indemne. André Noël est rentré absolument indemne. Ces deux femmes, eh bien, je vous disais, un même but. Elles veulent faire avancer le monde. Alors les années ont passé. Voilà Marie avec son beau sourire. Et pour Marie, eh bien, elle n'est pas encore arrivée au bout de ses défis. Elle poursuit son travail de journaliste, toujours, elle est passionnée. Elle est célibataire, elle restera célibataire par choix. Elle ne veut pas se marier, elle mène une vie trop dangereuse. Elle a des amoureux, nombreux, beaucoup de demandes en mariage, peut-être une liaison avec Lyautey, encore que ça c'est peut-être une rumeur. Elle a été aussi pendant 5 ans dans un harem avec un prince marocain, enfin une vie d'aventure, grande vie d'aventure. Elle devient officier de santé au Maroc après la guerre et elle donne des conférences toujours en faveur de l'aviation sanitaire. Ça c'est vraiment son but. Et elle va faire des conférences Tunisie, Maroc, Afrique du Sud. Elle va aussi dans les écoles. On considère qu'en 40 ans, elle a participé à plus de 6000 conférences. Plus de 6000 conférences. Bon. Dans le Figaro, elle va avoir un article. On dit « L'aviation générale de tourisme et sanitaire n'ont pas de meilleure propagandiste que l'aviatrice française, une première dans le monde entier, Mademoiselle Marvin. » Toujours dans les inventions, 1934, eh bien, lors d'un voyage d'études aéronautiques au Maroc, elle invente encore un nouveau type de ski. Ce sont des skis métalliques pour skier sur les dunes de sable.
Bon, plus tard, le projet sera repris pour installer des skis sous les avions pour atterrir sur la neige. On se servira de ces idées. Voilà, on appliquera ça. Durant la Seconde Guerre mondiale, elle travaille comme infirmière de l'air. Et elle va même inventer, elle a poursuivi ses études de médecine et elle invente un type de suture. Parce que, pas trop serré, mais elle pensait qu'il fallait déjà sur un champ de bataille, il fallait suturer assez vite pour qu'il n'y ait pas de problème d'infection. Et donc on reconnaît encore ses qualités, mais on ne le dit pas trop. Elle ouvre aussi un centre de convalescence pour tous les pilotes blessés. Elle appelle ça le repos des ailes. Aujourd'hui, tout cela a disparu. Et comme elle a un petit peu de temps, elle part dans le Grand Nord et elle va soigner les Esquimaux. En février 1955, pour son 80e anniversaire, eh bien, elle a un cadeau. Le gouvernement américain, parce qu'elle a fait des meetings, elle est allée avec son zinc, comme on disait, aux États-Unis. Donc, l'État américain lui offre un vol au-dessus de Nancy, à bord d'un chasseur supersonique, le McDonnell 101 Voodoo. Donc elle passe le mur du son, elle est absolument ravie. Mais elle n'en reste pas là. En 1959, tenez-vous bien, elle passe son brevet de pilote d'hélicoptère. Et elle continue à se lancer des défis. Alors ce brevet de pilote, elle pilote en 1960 un hélicoptère qui était un peu le fleuron français à l'époque. C'est un hélicoptère à réaction, c'est le premier hélicoptère à réaction du monde, qui s'appelait le Jean 21. Et c'est un hélicoptère d'observation et de liaison. Alors, au cours de sa vie, elle a battu un total de 17 records en tant que pilote. Et on disait, après Jeanne d'Arc, elle est la femme la plus extraordinaire de France. Voilà ce que l'on disait d'elle à l'époque dans les journaux. Alors, elle est aussi la femme qui a obtenu le plus de décorations. On compte, là vous n'en avez qu'une partie, mais elle a eu au total 34 récompenses et décorations pour tout ce qu'elle a pu accomplir. Là vous la voyez, à plus de 80 ans, toujours sur Zéphirine, des Zéphirines 6. Alors il lui arrivait d'être invitée chez des cousins en région parisienne, à Argentan par exemple. Eh bien, elle prenait son vélo, elle partait de Nancy, elle mettait le temps qu'il fallait et elle arrivait en vélo. Voilà, à plus de 80 ans. Et vous voyez, toujours ce beau sourire. Alors, elle ne porte pas de lunettes, elle a encore toutes ses dents, mais il faut savoir qu'elle tous les matins, c'était gymnastique et une hygiène de vie. Aujourd'hui, c'est tout à fait dans la norme, des fruits, des légumes, très peu de viande. Voilà, ça a été son régime. Elle meurt en 1963. Elle meurt dans un hospice près de Nancy, dans un relatif anonymat. Pourtant, si en France on ne parle plus d'elle, parce que c'est une vieille dame âgée, il n'y a plus grand-chose à prouver, eh bien, il y a de grands articles nécrologiques dans le New York Times, dans le Chicago Tribune aussi. Et en France, très peu de choses. Donc voilà pour Marie. Eh bien Suzanne n'en a pas fini les causes à défendre. Alors Suzanne, un drame, 1922, sa fille unique, Jacqueline, meurt de la grippe espagnole. Et c'est un drame. Le père, André Noël, va entrer dans une dépression. Il ne s'en sort pas. Il commence à boire, il dilapide l'argent du ménage et Suzanne essaie de le convaincre de partir dans une maison de repos. Et ils prennent un taxi. Ils sont sur un pont à Paris. Et André lui dit « Oh attends, je veux quand même regarder la scène avant de partir. » Elle est restée assise dans la voiture et Henri se jette du haut du pont et se noie.
Et c'est à partir de ce moment-là que Suzanne va se battre pour que tous les ponts parisiens soient équipés de bouées de sauvetage. Donc c'est le cataclysme, parce qu'elle n'a plus rien. Elle n'a plus rien, elle doit vendre ses meubles, elle doit vendre des tableaux, des œuvres d'art, elle avait des Pissarro, il y avait des monnaies, elle doit absolument tout vendre. Et c'est franchement une situation très compliquée. Perdu sa fille, perdu son mari, et pratiquement plus d'argent. Donc, elle décide de continuer à vivre. Et elle se dit, voilà, je vais vivre pas pour moi, mais je vais réparer les autres, moralement, mais physiquement. Il faut réparer. Et en 1923, elle prend fait et cause pour les femmes, parce que voilà que le gouvernement veut faire payer des impôts aux femmes. Et là, Suzanne Noël s'insurge en disant comment? Ce sont des femmes qui souvent sont avec une personne à charge après la guerre, on leur fait payer des impôts et elles n'ont aucune identité, on ne les reconnaît pas. Alors, elle organise des manifestations à Paris et dorénavant, elle va sortir avec un chapeau. Sur ce chapeau, il y a un ruban et il est écrit « Je veux voter ». Voilà, elle affirme ses idées. Et elle est contactée. Elle est contactée par des Américaines qui ont fondé en 1922 un club féminin qui s'appelle le club Soroptimiste. Soroptimiste, qu'est-ce que ça veut dire? C'est du latin. Sorores ad optimum. Ça veut dire sœur pour le meilleur. Et elle va fonder en 1924 le premier club français. Elle ne va pas en rester là. Elle va partir à l'étranger, elle va partir en Europe et elle va créer d'autres clubs. Alors, il y aura le club de La Haye, de Vienne, de Berlin, de Genève, d'Oslo, de Budapest, d'Anvers, Pays-Baltes également, Amsterdam, et plus tard, elle ira, dans le sort de l'Europe, elle ira à Tokyo et à Pékin. Alors, le club français, eh bien, elle a des relations. Alors, le but du club, dont nous avons des amis soroptimistes, tout à l'heure, s'il y a des questions, ils pourront vous en dire davantage. Mais le but, c'est donc des cotisations, de faire payer les membres qui peuvent aider des femmes qui en ont besoin. Des femmes qui travaillent, mais qui ont du mal à joindre les deux bouts. Alors, qui trouve-t-on? Eh bien, parmi les amis de Suzanne, il y a Thérèse Bertrand, qui est le premier médecin des hôpitaux de Paris, Cécile Brunschwig, qui est journaliste, Anna de Noailles, c'est la poétesse, Jeanne Lanvin, la couturière, Lucie Delarue, qui est également journaliste, Yvonne Netter, l'avocate, Marcel Kramer, qui a été aussi journaliste. Alors Cécile Brunschwig, ça va beaucoup aider parce qu'en 1936, elle est secrétaire d'État au gouvernement, donc ça va pouvoir aider Suzanne dans son action. Béatrix Dussan, qui est comédienne, Lily Laskin, qui est une harpiste célèbre à l'époque, et puis Nadia Boulanger, la compositrice. Donc ce sont les premières femmes membres du club de Suzanne. Alors, pour se reconstruire, eh bien, elle décide, je vous le disais, de réparer les autres. Parce que pour elle, la chirurgie esthétique n'est pas du tout un luxe. Absolument pas. Elle se dit au contraire, pour moi, c'est aider les autres. Parce que lorsque je vois un enfant dans la rue qui a un bec de lièvre ou qui a les oreilles décollées, on se moque de lui. Lorsque je vois une femme dans un rayon lingerie ou parfumerie d'un grand magasin parisien et qui commence à avoir des rides, le visage qui tombe, eh bien, on lui dit, voilà, c'est terminé. Donc, toutes ces femmes et ces enfants, elle les opère souvent gratuitement. Puisque les membres de son club sont riches, eh bien, elle paie pour ceux qui n'ont pas les moyens. Voilà, c'est vraiment son idée. Bon, il faut savoir que la chirurgie esthétique, à l'époque, n'est pas spécialement bien vue, parce qu'il y a eu un événement. Il y a eu un événement, une certaine Suzanne Joffre, qui était le mannequin vedette chez Poiret, avait trouvé que ses jambes n'étaient plus tout à fait assez minces. Et elle avait subi une chirurgie esthétique, un médecin français, Dujarrier, qui l'avait opéré. Malheureusement, infection, gangrène,
et on doit l'amputer d'une jambe. Alors vous pensez dans les journaux de l'époque, oui, la chirurgie esthétique, etc. Alors Suzanne va écrire un livre en 1926 montrant les bienfaits, au contraire, de la chirurgie esthétique. Suzanne, eh bien, elle vieillit et elle subit aussi un lifting. Elle va aux États-Unis, elle se dit, mais après tout, moi aussi je subis un lifting. Alors au passage, c'est elle qui a inventé la technique de la liposuction. Voilà. Et 1936, elle a la cataracte. Donc on l'opère, mais ça n'était pas comme aujourd'hui. Donc elle n'opère plus avec le même rythme. Elle se consacre surtout à son club, à ses clubs Soroptimiste. Mais néanmoins, pendant la guerre, elle va jouer un rôle important parce qu'elle ne va pas hésiter à modifier les visages de résistants ou de juifs qui sont recherchés par la Gestapo, ou encore de rescapés des camps. Elle essaie d'effacer les séquelles. Mais c'est maintenant le club Soroptimiste qui l'occupe le plus. Elle meurt en novembre 1854. Elle a 76 ans. Oui, 1900. Et elle a 76 ans. Elle est enterrée au cimetière de Montmartre, là où elle est vécue. Alors, que dire de ces deux femmes? Là voilà, toujours le beau sourire de Marie. Eh bien, ces deux femmes, vous voyez, je pense que peu parmi vous les connaissez. Vous avez entendu parler. Marie Marvin et Suzanne Noël. Bon, ce sont deux femmes hors du commun qui sont connues aux États-Unis, méconnues en France. Elles ont laissé leur nom à des gymnases, à des aéroclubs, à des écoles, et à des piscines. Pensez que la piscine du Boulingrin s'appelle dorénavant Piscine Marie Marvin. Et je suis pratiquement sûre que les gens qui passent devant la piscine se disent « Qui est Marie Marvin ?» On ne la connaît pas. Voilà. Alors donc, on a finalement d'elle deux timbres-poste qui ont été édités, un pour Marie, un pour Suzanne. Et puis, si on avait à retenir de Marie et de Suzanne, eh bien, je vous dirais que Marie, sa devise, c'était « faire mieux, encore et toujours ». Et elle est partie avec un regret. Elle voulait partir en ayant vu un humain pouvoir aller sur la Lune. Elle ne le verra pas se réaliser, ce sera 6 ans après sa mort. Et puis, Suzanne, que peut-on retenir? Eh bien, Suzanne, elle s'est mise au service des autres. Toute sa vie, elle s'est mise au service des autres. Et elle serait fière aujourd'hui, Suzanne, elle doit être fière, Suzanne, de savoir qu'il y a aujourd'hui 75 000 membres dans les clubs Soroptimistes et il y en a 2300 en France. Merci de votre attention.